Donc, bonjour à tous. Alors, je suis Hélène Didier, je suis la directrice de la médiathèque André Malraux. Donc, je suis vraiment ravie de vous accueillir pour cette journée d'études autour du livre en bibliothèque, donc la médiathèque André Malraux de Béziers-Méditerranée. Je tiens à remercier donc, les organisateurs, que sont l'ENSIB, donc l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, et puis l'association LR2L, donc l'association Languedoc-Roussillon, Livre et Lecture, voilà. Et donc j'espère que nous allons passer une excellente journée d'études. Je vois qu'il y a quelques sièges quand même vides, des sièges réservés. Bon. Comme quoi, bon, ce sujet est encore un sujet un peu difficile peut-être pour les bibliothécaires, mais bon, j'espère que cette journée sera féconde et riche d'enseignements et qu'elle nous permettra peut-être de construire des projets communs au niveau de la grande région. Hein, voilà. Donc, écoutez, merci à vous d'être présents. Et je remercie peut-être encore les deux jolies ouvrières que j'ai connues pour l'organisation de cette journée. Donc, Mélanie Marchand, qui a été très efficace dans l'organisation de cette journée. Et puis mon collègue Thierry Antoine pour la médiathèque André Malraux. Voilà, donc je voudrais vraiment les remercier. Alors, il y a à l'ENSIB, il y a des relais aussi, dont je ne connais pas exactement les noms et les fonctions. Donc, merci aussi à vous et excusez-moi de ne pas avoir retenu vos noms. Voilà, donc merci à vous pour avoir donné du temps avec efficacité. Alors, je vais passer la parole à Jean-Michel Duplat, qui est à ma droite, donc, qui est conseiller communautaire délégué à la culture, à la politique de la ville et à l'éducation au sein de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. Voilà, puis ensuite, Marie-Christine Chaz prendra la parole, Valérie Travier et Christelle Pouty. Voilà. Bon, bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue à la bibliothèque André Malraux. Notre auditorium comporte 136 places assises. Donc, voilà, il ne fallait pas quand même être trop nombreux. C'est la bonne jauge. Alors, la médiathèque a fait l'objet ces jours-ci de l'actualité plus que d'habitude. Généralement, c'est une médiathèque est une visite paisible en dehors de l'actualité politique, mais le Conseil communautaire a décidé il y a peu de temps, il y a quelques semaines, d'étendre la gratuité d'accès à la médiathèque à tous les publics de l'agglomération, également pour tous les jeunes hors de l'agglomération, puisque la plupart des jeunes hors agglomération fréquentent les établissements scolaires et universitaires sur les îles. Et alors, c'est une chose merveilleuse, puisqu'en France, on est un pays qui aime les débats, c'est qu'encore en 2016, nous avons eu quand même près de 40 minutes de débat au Conseil communautaire pour savoir si la question de l'extension de la gratuité et de sa généralisation était fondée ou non. Est-ce que quand tout est gratuit, les gens vont bien respecter les livres et toutes sortes d'autres, et puis nous payons des impôts, enfin vous connaissez tous ces débats. Ce n'est pas un problème de droite et gauche, puisque je voyais que l'une des plus grandes métropoles de France qui est passée à la gratuité, c'est celle de Nice, bon, qui n'est pas quand même à l'avant-garde de la Révolution. Donc, voilà. Alors ce débat a été très passionné, finalement, donc il a été favorablement acquis. Ça a demandé un travail pédagogique, mais c'était une étape indispensable, puisque notre projet suivant, c'est l'extension de la compétence lecture publique à l'ensemble des communes de l'agglomération. Et pour ça, il faut qu'il y ait les mêmes règles qui s'appliquent pour tout le monde. Par ailleurs, il y avait une raison impérative, c'est que lorsque cette médiathèque a été inaugurée, ouverte par la communauté d'agglomération en 2008, c'est d'ailleurs une des premières réalisations de l'agglomération, la décision avait été prise de lui donner le nom d'André Malraux. Et vous savez, Malraux disait que tôt ou tard, l'accès à la culture devrait être gratuit, comme l'était déjà celui à l'éducation. Donc, ça paraissait difficile quand même qu'on n'applique pas les principes définis par André Malraux lui-même. Alors, moi je suis très heureux de vous accueillir parce que mes connaissances en matière de logiciels libres sont très récentes.
et je dois à la formation continue accélérée de Thierry Antoine quelques bribes de connaissances sur le sujet. On a parfois l'impression que, mais c'est une impression erronée, que les spécialistes, les pratiquants du logiciel libre constituent une sorte encore un peu de société secrète ou de secte tapis qui s'échangent des informations, des fichiers, etc., avec en même temps un sens du partage, de la communauté, etc., mais que ça reste encore un peu clandestin quand même. Et évidemment, les promoteurs du logiciel libre ont beaucoup de travail encore, de conviction. D'abord, on verra tout à l'heure dans l'univers des médiathèques-bibliothèques, dans les collectivités locales, et en particulier auprès des directions informatiques des collectivités locales, qui ne sont pas toutes encore animées par des professionnels équipés, dotés des mêmes principes quand même. Donc il y a du travail dans ce domaine. Ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a encore plus de raisons qu'autrefois, si je puis dire, de souhaiter développer les logiciels libres, développer leur usage, et surtout développer leur usage auprès du public. C'est qu'on voit de plus en plus quand même les ravages des comportements des très grandes sociétés informatiques de logiciels quand même, alors qu'il s'agisse d'une part du respect de la vie privée, des données, puisqu'on voit tous les jours combien les données que vous pouvez disposer peuvent être facilement accessibles, commercialisées, transmises, etc. Par ailleurs, on voit aussi que ces sociétés pratiquent, comme l'on dit pudiquement, l'optimisation fiscale, donc sont souvent parmi les premières à être installées dans des contrées exotiques, sur le plan fiscal en tout cas. Donc, c'est aussi, disons, un comportement citoyen que de développer l'usage du logiciel libre. Alors, dans l'excellente note préparatoire que Thierry Antoine avait préparée, il y avait une comparaison que j'avais trouvée très, très judicieuse, que vous devez tous connaître par cœur, hein, donc je serai rapide, qui était la définition de Stallman qui comparait les principes de la République, de la nôtre, hein, liberté, vérité, fraternité, avec ceux du logiciel libre. Alors, ça va, c'était à ma portée, donc j'étais très attentif. Donc, la liberté, ah oui, parce que la liberté, c'est la liberté de choix, la liberté d'utiliser les logiciels que l'on souhaite. L'égalité, parce qu'il y a les mêmes droits pour chacun, on n'est pas dominé par un fournisseur, on n'est pas simplement un usager dépendant. Et puis la fraternité aussi, puisque c'est un univers où l'on pratique la coopération, l'entraide, et où on échange, et où on cherche à aider les autres utilisateurs à trouver des solutions. Il y a aussi alors un autre principe qui est une redoutable efficacité, parce que souvent les spécialistes du logiciel, les usagers, les praticiens du logiciel libre sont très très pointus sur un sujet, et donc sont capables d'apporter un enrichissement considérable sur ce sujet-là, et donc ça permet de développer aussi des outils tout à fait performants. Alors, dans l'univers des bibliothèques, a priori, les médiathèques de bibliothèques devraient être à l'avant-garde du combat pour le logiciel libre, parce qu'il y a beaucoup de points communs entre l'accès à la lecture pour tous, à la maîtrise de la connaissance, au savoir partagé. Donc, a priori, la démarche même des bibliothèques peut parfaitement coïncider, se retrouver avec celle du logiciel libre. En plus, il y a un travail, disons, de pédagogie à l'égard des usagers, c'est-à-dire de leur faire découvrir l'existence des logiciels libres, également développer un esprit critique par rapport aux logiciels existants et aux outils existants. Donc là, il y a vraiment pour les médiathèques un champ d'action important à développer, mais la vérité, il faut bien dire, c'est que, alors pas pour vous bien sûr, puisque vous êtes là, donc ça prouve que vous êtes déjà motivé par ces questions, mais on ne peut pas dire que les médiathèques, les bibliothèques en France soient quand même les pionnières du logiciel libre.
Alors, pour beaucoup de raisons, souvent c'est parce que les collectivités locales dont elles dépendent ont fait des choix de systèmes informatiques qui s'imposent à tous leurs services, y compris aux médiathèques. Donc, il faut vraiment être convaincu, motivé, bien formé, pour convaincre les responsables des systèmes informatiques qui ont développé des schémas d'informatisation redoutables qu'il y a aussi la place pour le logiciel libre. Il faut aussi convaincre le service des marchés qu'on peut avoir une niche logiciel libre. Enfin, il y a tout un travail de persuasion qui demande d'être bien convaincu, bien motivé soi-même, mais on a encore le travail. Mais de ce point de vue-là, moi, je pense qu'à l'avenir, les médiathèques doivent être un peu à l'avant-garde de ce combat, de cette bataille, au sein des collectivités locales d'abord, et puis auprès des usagers, pour développer bien davantage les usages du logiciel libre. Voilà, donc moi je souhaite que cette journée y contribue. Le chemin sera long, mais bon, vous savez, en matière de logiciel libre, on a souvent affaire un peu à la pensée unique des grands fournisseurs, mais bon, généralement, quand on est motivé et que l'on est assez convaincu, on parvient toujours à ses fins. Donc je vous fais confiance pour y parvenir, parce que je pense que c'est un outil indispensable pour le développement de l'accès à la connaissance, et puis parce que ça rentre dans les missions de service public qui sont celles de tous nos établissements. Voilà, donc bonne journée à vous tous. Et puis, je voulais juste citer une anecdote à propos de l'accès à la gratuité. Donc nos services communication de l'agglomération ont évidemment déjà commencé une campagne de communication, et donc vous verrez sur les panneaux d'affichage, les abribus, etc., une sorte de hamburger géant, le beefsteak et les tomates ont été remplacés par des livres, donc vous pouvez croquer là-dedans. Mais alors, ça m'a fait sourire parce que je voyais l'autre jour à la médiathèque départementale que dirige Hélène Larose, peut-être par là, au domaine de Baïssan, voilà. Et bien, il y a une affiche avec une photo de Gérard Philippe qui date des années 50, et on voit Gérard Philippe dévorant des piles de livres, en disant « dévorer la lecture ». Donc vous voyez, là, la communication reprend toujours, et ça veut dire que déjà dans les années 50, on avait du mal à convaincre. Voilà, merci à tous. Merci. Merci, monsieur le conseiller Jean-Michel Charny. Merci donc à l'agglomération de Béziers Méditerranée. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture. La gratuité, c'est vrai que c'est un vaste sujet. Est-ce qu'il y a la gratuité? Est-ce qu'il y a un minimum de participation? Et c'est vrai que la gratuité, ça peut faciliter l'accès à la culture pour le plus grand nombre. Merci bien sûr à Isabelle Didier. Evelyne. Merci de nous accueillir dans cette belle médiathèque qui est reconnue comme un lieu d'accueil de grande qualité, de convivialité, de modernité et d'ouverture. Alors, bon, moi comme Jean-Michel, je ne suis pas très au fait par rapport au numérique. Hier, quand j'ai pris connaissance des informations que Cécile et Mélanie ont bien voulu me communiquer, j'avoue que comme j'ai depuis 2 ans un petit peu pris de la distance par rapport au groupe numérique, j'avoue que je nageais un petit peu, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie du numérique. Le numérique est là et il faut y aller. C'est vrai que l'arrivée du numérique dans la musique et le cinéma a bouleversé le livre et la lecture publique. Alors Languedoc-Roussillon Livre Lecture en 2010 a créé, à peu près en 2010, a constitué un groupe de travail sur le numérique qui avait pour mission d'accompagner les professionnels de la lecture publique dans l'appropriation du numérique. Alors pour les médiathèques, dans notre région, je pense qu'il y a pas mal de médiathèques qui sont engagées dans cette culture numérique. Alors c'est vrai qu'il y avait de nombreux défis à relever, à savoir des logiciels, des ressources numériques à acheter, mais aussi à inventer, à créer des outils de médiation justement pour toucher et sensibiliser au numérique.
Alors aujourd'hui, après la rencontre de Montpellier où il était question de ressources payantes, aujourd'hui c'est la question de ressources de libre accès gratuit aux ressources numériques. Alors c'est un projet ambitieux, généreux, et qui devrait, après cette journée, et puis il y a cette journée qui est le point d'orgue, mais il y a tout un travail avant cette journée, qui devrait favoriser un réseau de communication, des échanges de dossiers, et surtout une communication virtuelle entre professionnels et publics. Alors bien sûr, nous remercions les bibliothèques qui jouent un rôle majeur au plan national et international dans les initiatives liées au libre accès, aux archives ouvertes pour une meilleure diffusion de la connaissance. La diffusion de la connaissance, c'est le moteur de la civilisation, de la culture et de l'accès aussi à la citoyenneté. Alors, avec l'ère du numérique qui traverse tous les champs de la création, vous avez compris, il fallait comprendre la nécessité de nous engager, de vous engager, de saisir toutes les opportunités et qu'il était nécessaire de s'adapter pour créer. Alors la problématique du numérique reste quand même, on éprouve quand même des sentiments de contradiction. Et alors je voulais vous lire quelques lignes concernant Umberto Eco, qui partait d'un point de vue tragique. Alors c'est un point de vue tragique d'Umberto Eco qui disait à propos du numérique, vous connaissez Evelyne, le chaos actuel n'est pas une renaissance. Pour moi, l'avenir ressemble plutôt à la chute de l'Empire romain. Dans son livre coécrit avec Jean-Claude Carrière, N'espérez pas vous débarrasser des livres, apparaît au fond toute la contradiction des sentiments qui animent les générations qui sont en train de faire la transition entre les médias, puisque dans ce livre, Umberto Eco défend fortement le livre imprimé, mais au moment où un journaliste lui demande « Et s'il y a le feu, quel est celui de vos beaux livres que vous amèneriez ?» Umberto Eco répond tranquillement « Ma foi, je prendrai mon disque dur avec toutes mes œuvres dessus. » Voilà qui résume bien toute la contradiction des sentiments qu'on a pu éprouver à l'égard du numérique. Je pense que le numérique, obligatoirement, fera partie et fait partie de notre environnement. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée fructueuse et puis j'espère aussi me former au logiciel libre. Voilà. Merci et bonne journée. Merci Marc. Alors, d'abord, je veux remercier l'agglomération de Béziers de nous accueillir dans cette médiathèque qui est à beaucoup d'égards exemplaire. Hein. Vous savez que nous avons accompagné très souvent, hein, la DRAC a apporté souvent son soutien et à sa construction et à son fonctionnement. L'État, à l'heure actuelle, est très sensibilisé justement alors, aux questions d'extension des horaires. Hein, et vous le savez, le président de la République a annoncé à la fin de l'année dernière une aide spécifique pour l'extension des horaires. Là, j'en profite pour en parler à tout le monde, pas seulement à M. Duplat et à l'agglomération de Béziers. Nous apporterons des aides dès cette année hein, pour justement toutes les actions qui vont permettre d'accroître encore les publics des médiathèques. La gratuité, c'est une chose qui pour nous est essentielle également. Nous sommes relativement convaincus que la gratuité est toujours un progrès en matière de lecture publique. L'extension des horaires, c'est quelque chose qui est un sujet essentiel également et sur lequel on a beaucoup essayé de trouver des solutions et je pense que maintenant, dans le cadre donc, de cette nouvelle circulaire qui va paraître prochainement, nous pourrons vous apporter des aides hein, sur vos prochains projets et en particulier donc sur les dépenses supplémentaires qui seraient nécessitées par l'extension des horaires. Ce que nous sommes également très sensibles à tous les sujets de réseau de bibliothèques hein, et les bibliothèques d'agglomération, quand justement leur périmètre s'accroît, nous sommes présents également pour vous apporter des aides. Dans le cadre des contrats territoire lecture, nous vous apportons et nous sommes tout à fait prêts à travailler dès maintenant avec Madame Didier et avec l'agglomération pour justement faciliter l'agrandissement, l'accroissement de ces réseaux. Nous savons que c'est très lourd
pour les collectivités locales, hein, de prendre des compétences supplémentaires, et nous sommes là pour accompagner et pour apporter des soutiens, non seulement logistiques et d'expertise, mais financiers, je le répète, et c'est des choses que nous sommes vraiment... il y a eu 1 million cette année qui ont été ciblés sur les nouveaux contrats territoire lecture. Le million n'est pas dépensé, donc vous pouvez encore nous demander... Alors la seule chose, si vous voulez, qui est un peu une restriction à ça, c'est ma propre personne, car vous savez que nous sommes maintenant dans une grande région qui compte 13 départements et qui est grande comme l'Irlande ou comme l'Autriche, ce qui fait qu'en effet, je me déplace très fréquemment, mais en effet, vous ne me voyez pas forcément partout, enfin, je ne suis pas encore doué d'ubiquité, donc vous ne me voyez pas forcément partout, mais je viens quand on me demande, hein, il n'y a aucun souci. J'étais hier à Paris, mais j'étais la semaine dernière en Lozère et dans les Pyrénées-Orientales, enfin, j'accompagne les projets. Alors, je remercie aussi beaucoup l'ENSIB, dont la collaboration sur ce sujet est essentielle, parce que, alors, nous avons des spécialistes sur le terrain, il n'y a aucun souci, mais nous sommes très friands des apports de la recherche qui se fait et des dernières connaissances sur ces matières qui sont en effet très techniques. Je voudrais rappeler que la région, donc l'ex-région Languedoc-Roussillon, compte 2 bibliothèques numériques de référence, Montpellier, la BNVR de Montpellier et la bibliothèque municipale de Nîmes. Les 2 bibliothèques numériques de référence sont représentées dans cette journée par des interventions de M. Goutin-Valgrin et d'Alexandre Simonet, hein, qui doit être déjà dans la salle. Donc nous étions tout à fait, et en particulier en ce qui concerne Nîmes, là il y a eu vraiment des pionniers en matière d'installation de logiciels libres, puisque c'est un peu le fer de lance, hein, de logiciel Koha qui a été installé dans cette bibliothèque, et dont le directeur Michel Etienne a été très moteur dans justement l'association des utilisateurs de Koha. Hein. Donc sur ces matières de numérique, alors on est bien d'accord, hein, le numérique n'est pas l'épouvantail des bibliothécaires, que les gens qui pensent encore que les bibliothèques ne sont que des greniers à livres veulent bien croire. Il y a bien longtemps que les bibliothèques se sont passionnées pour tout ce qu'apporte le numérique, mais il est clair que aussi l'engagement des bibliothécaires a été très critique à l'égard de ce qui était apporté par le numérique pouvait comporter de dangers pour notre propre maîtrise de nos politiques et de nos politiques de lecture publique en particulier. Oui, bien sûr, davantage d'accès, plus de services distants apportés par des prestataires, c'est très bien, mais ce serait encore mieux si on arrivait à créer nous-mêmes des services distants, à inventer les usages à venir, et très souvent, en effet, les prestataires ne proposent que des solutions qui sont des solutions fermées. Oui, aussi à la bibliodiversité, c'est formidable de pouvoir accéder à davantage de livres, davantage d'œuvres grâce au numérique, mais quand on s'abonne pour une somme importante à une base de presse dans laquelle, je ne veux pas citer des noms, mais il y en a quand même pas mal, ça coûte en général très cher, hein, de 8 000 à 25 000 euros, des abonnements par exemple, hein, et puis quand on s'aperçoit en fin d'année que le titre le plus utilisé c'est L'Équipe, et que les 50 ou 60 titres de journaux américains obscurs, hein, le Herald Tribune de l'Ontario, vraiment, on n'a peut-être pas vraiment envie de s'abonner à ça. Oui, donc la bibliodiversité, elle n'est pas forcément toujours satisfaisante quand elle est apportée par des bouquets qui sont des bouquets commerciaux et qui, eux aussi, sont fermés et ne permettent pas de véritablement choisir ce que nous voulons offrir à notre public. Oui, aussi à la co-construction des services ensemble, etc., mais très souvent aussi, là, on est acculé à des problèmes financiers très importants, parce que nos bibliothèques et nos collectivités ne peuvent pas assumer des augmentations de prix qui font que bientôt, alors je pense moi aux bibliothèques universitaires, parce que j'étais surtout un peu dans des bibliothèques universitaires où on arrive quand même, il y a une bibliothèque en France qui a annoncé un jour qu'elle n'achetait plus du tout de livres parce que tout son budget était occupé par des bouquets numériques qui coûtaient très cher et qui ne permettaient pas forcément non plus de co-construire avec les usagers de nouveaux services. Donc on voit bien que le livre est en effet une nécessité si on veut véritablement assumer cette liberté
Et cette bibliodiversité, si on veut véritablement être maître de nos usages, il me semble que là, c'est assez clair. Je voudrais finir simplement pour dire qu'il y a des sujets qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais qui seront nouveaux et qui seront, je pense, demain aussi, ce sera pour une prochaine étape l'année prochaine. En particulier, la loi, par exemple, sur la création, la loi LCAP, la liberté de création artistique, va permettre, par exemple, d'ouvrir des mutualisations nouvelles entre les services d'archives, par exemple, et les services de bibliothèque. Dans ce cadre-là, il faut penser que l'archivage pérenne électronique, qui est très avancé, dont la réflexion est très avancée dans le programme VITAM des Archives nationales, utilise en fait comme logiciel de référence un logiciel libre, un Zalea, et nous espérons bien que justement cette loi nous permettra de nouvelles mutualisations entre collectivités locales, entre différents niveaux de collectivités territoriales, pour que justement demain on puisse aussi s'attaquer à ce travail, à cet objectif très ambitieux, très nécessaire, qui est l'archivage numérique pérenne. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Bonjour à tous. Merci à la médiathèque André Malraux pour son accueil et puis sa logistique très efficace. Pour leur soutien, merci aussi bien entendu à la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, à la région avec ce nom à rallonge aujourd'hui Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon et à la DRAC de cette même région. Alors, je parle ici au nom de l'ENSIB, École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques, et je voudrais dire quelques mots qui expliquent pourquoi l'ENSIB, basée à Villeurbanne, en Rhône-Alpes, est aujourd'hui ici avec vous. Donc, l'ENSIB est une école nationale, bien sûr, dont les missions sont multiples. Donc, certes, école de formation initiale pour les bibliothèques et conservateurs d'État, nous avons aussi la tâche de proposer une offre de formation continue pour l'ensemble des acteurs des bibliothèques et de la documentation en France. Et cette offre de formation continue s'accompagne de services et de ressources en ligne. Donc, vous les connaissez peut-être, enfin, sans doute, un service de questions à distance, un dictionnaire en ligne, des fiches pratiques, une bibliothèque numérique, etc. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à parcourir notre site. Mais nous proposons aussi, et vous le savez aussi, je suppose, une programmation de journées d'études, de rencontres. Il s'est avéré nécessaire au fil des années que l'ENSIB ne se cantonne pas à la région lyonnaise. Alors, nous avons affirmé et développé une délocalisation d'une partie de cette programmation pour venir à votre rencontre, pour entendre le terrain et les problématiques du terrain. Donc pour nous, c'est quelque chose qui s'est développé depuis l'année dernière. Et pour ce faire, je crois qu'il n'y a pas de meilleur accompagnement que celui des agences du livre et de la lecture. Donc l'année dernière, nous sommes allés à l'agence régionale du livre en PACA pour une journée d'études sur Ouvrir plus, ouvrir mieux, sujet dont on vient de parler justement. Nous sommes aussi allés accompagnés par le CRL Limousin à Limoges pour une journée d'études sur le temps périscolaire, la bibliothèque et les élèves. Et cette année, nous avons aussi prévu une autre journée en Poitou-Charentes pour travailler sur la construction des pratiques participatives en bibliothèque. Voilà, je dois aussi mentionner notre partenariat très actif avec l'ARALD, l'agence de la région Rhône-Alpes pour le livre et la documentation, avec qui chaque année nous organisons des temps forts sur des questions qui interrogent l'interprofession, les libraires et les bibliothèques essentiellement. Donc cette année, nous allons travailler sur les marchés publics suite aux changements législatifs qui ont eu lieu récemment. Donc aujourd'hui, Béziers, pour une journée d'études sur le livre, co-organisée avec Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, que je remercie vivement ici, avec une mention toute spéciale pour saluer le travail de Mélanie Marchand, effectué de main de maître, accompagnée par son homologue de l'ENSIB, Julia Morino, afin de nous concocter le beau programme que voilà. Alors, quelques mots pour présenter la journée. Pour introduire ça, je dirais que cette thématique du livre intéresse l'ENSIB à plusieurs titres. Je vais en citer 3. Donc, depuis bientôt 10 ans, l'ENSIB met à disposition une bibliothèque numérique qui regroupe des textes sur les sciences de l'information et les bibliothèques. Donc, ces textes sont par définition accessibles à tous, consultables par tous, et pour une grande majorité d'entre eux, sous licence Creative Commons.
Par ailleurs, cette année, nous inaugurons au sein des presses de l'ANSIB une nouvelle collection qui va être exclusivement numérique et entièrement gratuite. Cette collection s'appelle sans originalité La Numérique. Et elle fait suite à un certain nombre d'expérimentations de mise en ligne d'ouvrages par ailleurs imprimés et commercialisés sous format PDF ou HTML sur notre site. Et puis enfin, je voudrais mentionner une cellule qui a été mise en place à l'ANSIB depuis quelques années, qui s'appelle NCIB Lab, qui travaille la question de l'innovation numérique en bibliothèque, service dirigé par Delphine Mérien, que vous verrez tout à l'heure, puisqu'elle animera la première table ronde de notre matinée. Alors le programme a été décliné en deux moments, puisque le matin et l'après-midi, bien entendu, mais avec deux axes principaux. Un axe sur la constitution des collections, pourquoi, pour qui, pour quels usages. Je dois excuser par avance l'absence d'Olivier Desgranges, qui a été retenu au dernier moment, mais dont nous avons quand même des contenus pour vous parler de la création des livres numériques. L'après-midi, l'axe retenu est l'axe des usages, accompagner les usagers ou rendre l'usager acteur. Donc nous aurons à ce moment-là une deuxième table ronde introduite et animée par Hans Diller de l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Et puis nous terminerons cette journée par une démonstration de gRPC. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и отправить в поезд. Ноги соединяйте.